entre les peuples autochtones et ceux qui sont arrivés au 17e siècle de souche européenne. Il y a beaucoup de travaux qui se font sur la scène canadienne au sein de la Commission canadienne de l'UNESCO pour faire ce lien sur le plan éducatif. L'ICA fait son bout de chemin aussi en documentant les réalités autochtones, surtout en faisant connaissance avec les réseaux et les acteurs en éducation avec les communautés autochtones. Et Mme Labelle fait partie de ces personnes que nous avions invitées au printemps passé, mais on voulait offrir plus davantage un espace pour entendre sa réflexion. Je vous disais que l'histoire, notre forum est sous le signe de l'histoire et de l'avenir. L'histoire de l'éducation des adultes commence, bien entendu, en terre d'Amérique avant l'arrivée des Européens. Il y avait des adultes qui formaient des adultes ici pendant des millénaires, des centenaires. Et encore plus maintenant, peut-être si vous êtes moins familier avec les débats au sein de l'UNESCO, mais les savoirs traditionnels autochtones sont remis à l'avant-scène comme étant des éléments de cursus favorables dans une perspective d'éducation du développement durable. Donc, nous avons à apprendre de ces cursus-là aussi dans une perspective de développement durable. Donc, il y a un lien avec le passé et il y a un lien avec l'avenir. Donc, j'avais Diane, mais c'est Elisabeth, je vais le dire au complet. Hein? Diane Labelle est directrice du Centre régional d'éducation des adultes de Kahnawake et conseillère pédagogique à l'Assemblée des Premières Nations. On lui donne la parole. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Ça me fait grand plaisir. Comme je mentionnais, je suis habillée comme ceci aujourd'hui parce que je viens directement du centre. Aujourd'hui, nous avons accueilli un groupe de jeunes étudiants en nursing de Vanier, du cégep Vanier. Ils sont venus pour la journée parce qu'ils voulaient faire l'expérience d'être en communauté autochtone, mais aussi d'apprendre des aînés aussi dans la communauté des aspects plus naturels en termes de médecine. Alors, une partie de ça, c'était qu'on est sorti faire une marche pour aller chercher des plantes cet après-midi. Alors, c'est pour ça que je suis habillée comme ça. C'est une introduction. Dans cette introduction-là, j'indique que vraiment notre approche est un peu plus différente que qu'on voit dans le système d'éducation qui est établi présentement sous le ministère de l'Éducation. Une des raisons pour laquelle ça a été très difficile d'atteindre des succès pour nos jeunes dans nos communautés ainsi qu'à l'extérieur, dans d'autres centres d'éducation des adultes, c'est le fait que l'approche est tellement différente. Lorsque je suis entrée ici, je voyais tout le monde travailler ensemble en groupe. C'était fantastique de voir ça. Mais on a restructuré pour que je sois ici en avant et plus haut. Ce qui fait partie de votre système. Fait que pour nous, c'est différent dans le sens que vous avez entendu parler du fait qu'on respecte vraiment le cercle et qu'on utilise le cercle souvent. Alors, comme l'aîné ce matin expliquait à tout le monde, il y a beaucoup de raisons pour ça. Premièrement, ça nous donne la chance de tous se voir et de se parler directement. C'est le lien relationnel qui est important dans tout ça. D'être capable d'identifier l'individu avec qui tu partages tes idées et que tu acceptes ces idées. En plus, le cercle nous rappelle constamment du fait que nous sommes tous à un point égal sur la circonférence du cercle. Peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe votre position dans la communauté ou dans l'organisme. Chez nous, je ne suis qu'une personne responsable pour un dossier, même qu'on me donnait le titre de directrice. Quand on est assis, on aborde le sujet tout ensemble au même niveau. Parce que la forme géométrique nous indique que tous les points le long du cercle est à égale distance du centre. Pour nous, le centre, c'est la médecine, nos médecines. Okay? Alors, toujours étant capable de voir le centre est important, tenir ça dans nos idées constamment, et aussi de prendre responsabilité pour maintenir la structure du cercle. Vous savez, s'il y a un point sur le cercle qui devient plus faible,
le cercle perd sa forme. S'il y en a un qui se sent plus fort ou qui se retire un petit peu, encore le cercle est défait. Alors, il faut absolument prendre responsabilité non seulement pour notre bien-être, mais le bien-être de tous les gens qui sont dans le cercle. Alors, ça nous rappelle de notre responsabilité. Et dans cette responsabilité et dans le centre, dans la médecine elle-même, c'est la nature. Nous ne travaillons pas à l'extérieur de la nature, mais avec et à l'intérieur, puisque nous ne sommes autre qu'un élément de la nature. Je suis sur le même plan égalitaire que la roche, l'arbre. Alors, je ne peux pas prendre une décision qui blesse ces choses ou qui cause un problème, qui cause du dommage à ces choses pour le fait que c'est ma sœur, c'est mon frère. Tout a un esprit et tout doit être respecté de la même façon. Ce qui nous oblige alors de prendre un recul quand ça nous demande de prendre des décisions très importantes. Parce que c'est impossible de penser qu'on ne peut pas couper les arbres si on a besoin de construire une maison ou d'avoir du matériel. Mais il y a toujours une façon de le faire et d'être plus responsable en le faisant, sachant que ça va avoir un effet immédiat sur ce qui va donner sa vie et aussi ça va avoir un effet plus loin encore sur les prochaines journées, les prochains mois, les prochaines années, les prochaines générations. Alors, quand on pense, nous, on pense 7 générations d'avance. C'est notre responsabilité. Ça veut dire que les décisions ne se font pas très rapidement. Hein? On parle de Indian Time, avez-vous entendu ça? Hein? Qu'on est lent. On est lent pour ces raisons-là. Ça nous prend du temps vraiment à considérer les voix de chaque personne ou de chaque élément dans le cercle avant de prendre la décision. D'accord? Ce sont des choses qu'on ne comprend pas dans le système d'éducation. Le système d'éducation vise à une fin, que ce soit le DES au secondaire ou le DEP dans une formation professionnelle, et le cheminement est déjà établi. Tu commences ici, tu prends ce cours et tu continues jusqu'à la fin. D'accord? Et ce que ça donne, c'est vraiment un manque de respect pour les individus qui ont, eux, des idées de comment ils veulent gérer leur vie, en réalité. Ils ont des buts, peut-être déjà en vue, ou non. Mais ça leur prend, c'est leur cheminement dans la vie. Nous ne sommes pas les directeurs de leur vie. On les accompagne. Et c'est tout, c'est notre position. Et souvent, c'est là où on a de la difficulté. J'ai été formée dans le système du ministère. Je connais bien gérer une classe qui est établie dans une école régulière, c'est certain. Et j'ai aussi l'expérience de diriger. Alors, voici ce que tu dois faire pour être capable de réussir et atteindre ton DES. Tu veux aller en formation professionnelle, voici le cheminement. Mais ce que ça a fait pour moi, ça a causé un choc. Et le choc, c'est le choc culturel pour moi-même que j'ai dû prendre connaissance du fait que, non, il y a d'autres façons de faire ça. Moi, je me sentis mal d'avoir toujours été dirigée dans ce que j'avais à décider ou le cheminement que je faisais, et que par respect, j'aimerais créer quelque chose ou assister à créer quelque chose qui pourrait donner la voix aux jeunes. Nos jeunes en particulier ont besoin de trouver une voie et de les mettre dans un système qui ne comprend pas la nécessité de parler et de développer des liens et des relations avec des individus. Ça devient impersonnalisé et ça mène à la faillite parce qu'on va décrocher. Les statistiques, c'est certain que ça nous montre ça, que les jeunes qui entrent dans le système d'éducation, à l'extérieur de nos réserves, éprouvent beaucoup de faillites. Ils se retirent, ils vont décrocher assez rapidement. Les statistiques ne sont pas nécessairement fantastiques pour le Québec, mais pour nous, c'est encore pire.
Ça ne veut pas dire que le système à l'intérieur de nos communautés est meilleur non plus, parce que nous, on tente de vraiment, pour la première fois, d'être capable d'avoir contrôle sur notre éducation et de faire les choses différemment. Et ça, c'est une très haute montagne à surmonter, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas nous reconnaître comme étant des nations individuelles. Alors, c'est là le gros problème. C'est que ça cause un bloc culturel, disons, ici dans la région. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui comment on est arrivé à ce point où on a maintenant des centres d'éducation aux adultes dans nos communautés. Parce que c'est assez récent. Juste le bill, j'imagine? Oui, c'est ça. Alors, en nous donnant peut-être un petit historique du développement du conseil scolaire, des CREA, parler un peu de nos étudiants et des facteurs qui nous mènent au succès, ainsi que parler encore plus, parce que je pense qu'on va en faire beaucoup plus, quelle est la différence dans l'approche. Alors, en termes d'historique du conseil scolaire, il faut vraiment tenir compte que ce sont les gouvernements fédéral, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial qui gèrent vraiment la vie dans nos réserves, plutôt le fédéral que le provincial. Et qu'eux, pendant plusieurs années, ont tenté de nous apaiser un peu en nous donnant des moyens pour être capables de regarder au taux de, pas faillite, mais de taux de pauvreté dans nos communautés. C'est assez élevé. Et le fait qu'il faut vraiment trouver des façons de s'en sortir. Alors, en 92, ils avaient développé les pistes vers le succès, mais qui a donné très peu de succès, mais ça a donné naissance en 96 à l'ANPQL, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui vraiment maintenant a beaucoup de pouvoir en termes de décision locale ou dans nos communautés ou dans nos nations. Eux, par la suite, ont créé la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, d'où nous ressortons. Alors, eux sont établis en 29 communautés. C'est un organisme qui tente de gérer l'avenue vers les formations, soit l'éducation elle-même, postsecondaire, mais plutôt la formation professionnelle aussi pour être capable de créer des emplois, de se trouver des emplois et créer ou ramener des emplois dans la communauté. On a aussi 4 centres urbains, dont il y en a un ici à Montréal, avec lequel on travaille pour créer des ouvertures pour des gens qui sont vraiment dans une situation très difficile. Vivre dans un centre urbain comme personne autochtone, c'est très difficile. Ce qu'ils ont identifié presque immédiatement, parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait, mais on n'avait pas eu la voix avant le développement du CDRH, c'est qu'il y avait toujours un écart entre l'employabilité et la formation. Ce qui disait qu'il y avait un morceau qui manquait du portrait. Et ça, c'était l'éducation et l'éducation aux adultes. Plus spécifiquement, l'éducation aux adultes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2006, lors du Forum socio-économique, ils ont plaidoyé le cas et ils ont été capables d'atteindre des engagements des gouvernements à créer un autre système d'éducation qui serait plus spécifique pour les gens des Premières Nations. La première chose qui a été faite, c'est qu'ils ont développé le conseil scolaire des Premières Nations en éducation aux adultes, qui est séparé, qui est différent du conseil scolaire des Premières Nations, First Nations Education Council. Eux s'occupent de l'éducation de la petite enfance jusqu'à la fin du secondaire, tant que nous, on s'occupe vraiment de l'éducation aux adultes. Ce que vous voyez ici, c'est un rassemblement des gens qui se fait à chaque année. Alors, c'est un rassemblement annuel des représentants de toutes les différentes communautés. À noter, ils sont dans un cercle, peu importe le nombre de gens qui sont là, et qu'ils ont tous une voix.
Et avant de prendre des décisions, c'est certain qu'ils doivent entendre tous les commentaires de toutes les communautés et aussi élaborer quels sont les besoins de chaque communauté. Une des erreurs qu'on fait quand on parle de la sensibilisation aux peuples autochtones, c'est qu'on a la tendance de nous mettre toutes dans le même bateau. Alors, on fait une petite formation, puis on dit, bah, c'est tout comme ça. Nous avons 11 différentes nations reconnues, ici, juste en territoire reconnu comme Québec. Et à l'intérieur de ça, on a 29 et plus communautés qui font partie de ça, qui ont aussi des différences. Si j'avais à déterminer, si c'était à moi et j'arrivais puis que je disais, voici ce qu'on va faire dans nos centres, dorénavant, voici comment ça va être géré dans nos centres, ça serait vraiment un grand manque de respect pour les autres communautés. Je pourrais peut-être dire, en communauté Mohawk, et, alors faisant partie de la nation des Mohawks, et de Ganawagé, encore plus spécifique, voici ce qu'on peut faire. Et demander ou poser la question, quels sont les enjeux dans vos communautés? Alors, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment écouter et quand on arrive à des décisions, il faut vraiment tenir compte de toutes les différences qui sont là. Alors, ce n'était pas vraiment un processus facile, mais tout le monde était d'accord qu'il fallait vraiment commencer l'éducation aux adultes dans nos communautés parce que ce qui existait présentement ne répondait pas à nos besoins spécifiques. En 2012, on a commencé l'appel aux propositions pour ouvrir les centres d'éducation aux adultes. Et dans la première demande, ou la première appel, la communauté de Lac-Simon a fait la demande et a été acceptée comme le premier centre régional francophone dans la région algonquine. C'est un centre très différent du nôtre, dans le sens que ça répond aux besoins des communautés algonquines dans le coin où ils sont établis. Et ils ont une très grande population qui viennent des autres communautés, comme chez nous, pour remplir les classes, et ils répondent directement aux besoins économiques, financiers, certainement l'employabilité dans la région. En 2013, c'était la chance aussi maintenant de faire l'appel pour des centres anglophones. Et voici que même que notre population à Ganawagé dépasse celle de Lac-Simon par beaucoup. Bon, je pense qu'on est au moins 3, sinon pas 4 fois plus grand que Lac-Simon. Le ministère de l'Éducation n'était pas convaincu qu'on pouvait maintenir un centre anglophone dans nos communautés, qu'il n'y avait pas assez de population. Alors, ils nous ont obligés de faire un appel joint, alors une proposition jointe avec une autre communauté anglophone. Alors, nous, on est allé parler aux Mi'kmaq et on leur demandait s'ils étaient aussi intéressés à ouvrir un centre d'éducation aux adultes. Alors, dans la première situation, on avait créé le CREA, Ganawagé Litchfigoch, qui voulait dire qu'il y avait une structure, mais 2 différents centres qui répondaient aux besoins de Mohawk d'un côté et des Mi'kmaq. Mais la structure qu'on avait acceptée, c'était vraiment une gérance des 2 centres par une personne, qui était moi. Alors, c'était de gérer les 2 centres, mais je ne suis pas Mi'kmaq. Alors, je ne connais pas la langue, et je connais très peu de l'histoire et de ce qui est important dans les communautés. Et ils étaient très différents de nous. Pour dire que ça n'a pas marché longtemps, d'accord? Et en plus, on avait répondu aux demandes du ministère assez rapidement. Eux ne croyaient pas qu'on était capable de gérer des ETP, assez d'ETP chez nous. On sait que c'est ça, les fameux ETP. C'est ce qui nous donne tout l'essence nécessaire pour continuer nos activités. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans les 2 centres, on a été capable de gérer des montants assez importants dans la première année. Alors, voici que le ministère a dû accepter le fait qu'on pouvait séparer nos centres.
Alors maintenant, l'Itiscouche est un centre, un CREA régional, indépendant de Kahnawake, mais qui travaille ensemble avec nous dans le conseil scolaire. En 2015, voici que c'était maintenant le temps d'agrandir. Et le premier pas, c'était certainement d'ouvrir un autre centre francophone. Alors, c'était la communauté de Sept-Îles et Ouachat. Oui, merci. Qui se sont proposés. Ils avaient beaucoup de beaux projets. Ils continuent à avoir de beaux projets à développer. Et on a réussi à ouvrir un centre incroyable à Ouachat, qui est attaché à un centre de formation professionnelle. Parce que nous, on a permission en FGA seulement. Le gouvernement refuse de nous donner le droit de faire de la formation professionnelle. Pour nous, les deux vont ensemble. Alors, pour eux, c'est vraiment un avantage d'avoir la formation professionnelle rattachée à leur centre, ce qui leur donne la chance de vraiment développer ou développer des DEP importants dans la région. Mais depuis 2013, voici que nous rapportons au moins plus de 175 ETP par année. On a rajouté et développé beaucoup de partenariats. Nos partenariats sont avec d'autres commissions scolaires qui offrent surtout de la formation professionnelle, ainsi que dans le secteur privé pour être capable de développer des compétences importantes dans nos communautés. Les diplômes ne sont pas nécessairement ce qu'on recherche pour le marché du travail. Ce sont les compétences, ce sont vraiment le fait d'être capable de répondre aux besoins de l'employeur ou la demande de l'employabilité dans nos communautés. Alors, de développer avec le secteur privé, ça nous donne cette chance aussi de développer des compétences importantes. Comme présentement, on veut faire une formation en conduite dans le chantier, conduite de... Camion lourd. Camion lourd, sur le chantier. D'accord? Et il n'y a pas de formation en anglais. Alors, il y a une compagnie qui s'est aventurée nous disant, mais écoute, nous, on a besoin des employés. Alors, si vous voulez faire des formations, on est prêt à le faire chez nous avec tout notre matériel et toute notre machinerie. Alors, pour nous, c'est vraiment une chance de le faire. D'accord? En plus, on engage des enseignants autochtones et non autochtones. C'est certain qu'il y a beaucoup moins d'Autochtones qui sont en éducation présentement, mais ça augmente graduellement. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a son diplôme en éducation, il y a tellement d'écoles et d'organismes qui viennent les chercher là, qu'il faut vraiment faire une course. C'est une grande compétition d'y arriver plus rapidement. Et souvent, des fois, on a la chance d'avoir des gens qui vont nous joindre. Mais chez nous, il faut dire que j'ai le même personnel que j'avais quand on ouvrait nos portes. Alors, c'est très, très stable. On est aussi au point où on a reçu du financement du gouvernement fédéral et provincial pour engager des conseillers pédagogiques. Donc, c'est la prochaine étape pour moi. Au mois de janvier, je dois prendre cette position à temps plein. Qui répondrait alors les adaptations qui sont importantes et les formations qui sont importantes. Depuis 2013, on a développé des cohortes aussi pour notre clientèle autochtone en électricité, parce qu'il n'y a pas d'électriciens, surtout dans nos communautés plus nordiques. Quand il faut attendre une semaine pour un électricien, c'est long. Alors, plutôt d'avoir des gens dans notre communauté. On a développé aussi conduite en chantier, forestier, habitation nordique qui est important parce que le maintien d'une habitation dans le nord, c'est très différent que d'ici. On a développé avec un partenariat avec un des cégeps, Cégep Champlain à Saint-Lambert, 2 cohortes en petite enfance des Premières Nations. Ils ont atteint leur AEC. En français, c'est Attestation d'éducation collégiale, c'est ça, AEC, en petite enfance. De la première cohorte, il y en a 16, il y en a 18 qui sont entrés, puis il y en a 16 qui ont gradué à la fin, et ils ont tous reçu un emploi. Par la suite, ils sont toujours employés.
De notre deuxième groupe, ils vont graduer au mois de décembre, début décembre, et déjà, on leur a promis des emplois. Montage en acier, on en a fait 2. Parce que cette formation ne se donne pas en anglais, alors il fallait développer avec le Centre de formation des métiers de l'acier un partenariat pour être capable d'offrir la formation en anglais. Et quand on a fait ça, bien, c'est des formations régionales, qui veut dire qu'on les ouvre à toutes les communautés. Alors, les jeunes vont venir, ou les adultes vont venir de toutes les communautés pour habiter dans la région de Montréal ou près de nous pour être capables de faire ces formations, finir ces formations et retourner chez eux avec leur projet. Présentement, on fait la pré-formation ou une formation pour les prérequis pour la nouvelle formation qui va commencer au mois de janvier. Puis celui-là, en français, je ne sais pas, ça s'appelle Rod Busting. Alors, ça fait partie du montage en acier. Alors, voici qu'il y a une pénurie apparemment de gens qui peuvent faire ce travail à travers la province. Alors, ils sont venus nous voir parce qu'on a une histoire assez riche en termes de montage d'acier. Alors, pour voir si on était capable de créer une formation pour ces jeunes. Et encore, ils viennent de partout. Il y en a des Mi'kmaq qui vont venir, des Naskapi, qui vont tout venir ici pendant 6 à 8 mois pour la formation, pour ensuite prendre des emplois à travers la province. On fait de l'ASP construction. Pour nous, c'est important d'au moins être capable de mettre le pied sur un chantier de construction, parce que ça peut ouvrir des portes. On fait aussi, en semi-spécialisé, des formations qui vont leur donner d'autres accréditations aussi. Comme présentement, on travaille avec une compagnie d'insertion à Saint-Constant. Alors, c'est un partenariat qu'on a développé avec eux pour former des jeunes en manutention et entreposage. Je ne me souviens pas, c'est tout le grand nom. Et dans le but de cette formation, c'est non seulement pour leur trouver un emploi dans des entrepôts, mais c'est aussi de leur donner des formations qui peuvent aussi les aider à trouver d'autres emplois, alors pour ajouter au CV. Alors, leur permis de conduite chariot élévateur, qui est important. L'ASP construction, et avec la CIMDUT, c'est certain que c'est important. Santé et sécurité du travail avec premiers soins. Alors, tout ça, ça ajoute à leur CV. Ensuite, on va faire un stage dans lequel ils seront capables aussi d'ajouter des heures d'expérience au CV. Alors ça peut ouvrir les portes. Oups. On ajoute l'éducation aux adultes, l'éducation à distance. Nos communautés ne sont pas toutes rapprochées. Même pour nous, nos communautés Mohawks sont assez loin, c'est 1 heure de distance. Alors, ce n'est pas toujours possible d'aller sur le champ, alors il faut trouver d'autres façons de faire. Et l'éducation à distance n'est pas exactement la même chose qu'on entend ailleurs. Pour nous, l'éducation à distance, ça veut dire qu'on va créer ce lien et maintenir cette relation, mais à distance. Alors, le soir, je vais me brancher avec toi. Alors, ça peut être via Skype, ça peut être FaceTime, ça peut être... Peu importe, pour que tu me vois et qu'on développe cette relation. Oui, tu vas compléter le travail chez toi, mais je t'aide à faire ça et je t'accompagne. De plus, tu vas venir chez moi au moins 1 fois par semaine si tu es en distance raisonnable. De venir chez nous. Et là, quand ça vient le temps des examens, on va s'organiser. C'est certain qu'on a vu au-delà de 1000 étudiants dans nos centres déjà. Quand ils nous arrivent, ils veulent en finir rapidement. Alors pour eux, ça fait longtemps qu'ils attendent d'avoir la chance de trouver des formations et de se trouver afin d'avoir les compétences nécessaires pour trouver un emploi. Et souvent, nos jeunes aussi, ils sont jeunes, c'est déjà des parents. Alors pour eux, là, commencer la vie, là, ça faisait trop longtemps d'être à rien faire ou de ne pas d'avoir de chance. Alors, avec les contrats externes qu'on développe, mais là, on peut ouvrir un petit peu plus les portes pour eux, pour faire des formations plus rapidement. Voilà. Nos étudiants nous viennent de toutes les communautés, étant donné qu'on a c'est des centres régionaux. Mais il faut dire qu'en grande partie, ce sont des jeunes qui viennent de nos communautés ou des communautés sœurs. Nous avons, chez nous, 3 individus qui ne sont non autochtones,
qui viennent chez nous parce qu'ils aiment mieux notre approche à l'éducation. Avec beaucoup de graduation et de succès, l'implication aussi des membres de la communauté. J'ai parlé tantôt de Lac-Simon. Vous voyez à la droite Kevin John Papati, qui vient de décéder cette fin de semaine, qui était un homme spectaculaire, un homme incroyable, qui donnait son appui à tous nos étudiants à Lac-Simon. Alors pour nous, c'est vraiment une grande perte. Nous travaillons beaucoup avec la nature. Nous faisons partie de la nature. Alors, nos classes ne sont pas restreintes à nos centres d'éducation dans nos classes. C'est dans le bloc ciment. Nous sortons à l'extérieur beaucoup. Et on donne une voix à nos étudiants. Ils font partie du cercle, mais en plus, c'est leur vie. Alors, pour eux, ils ont une voix décisionnelle sur ce qui arrive dans nos centres. Et quels sont les projets qu'on développe aussi dans nos centres. Alors, juste pour vous donner un petit aperçu, vous allez voir qu'il y a une différence aussi dans la population. Alors, à Lac-Simon, c'est certain qu'ils ont beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et l'âge moyen est plus élevé à Lac-Simon. Et aussi, il y a beaucoup plus de parents. Alors, pour eux, ils arrivent plus tard à l'éducation aux adultes. Ils ont déjà fait l'expérience dans le système. Ils sont allés à Val-d'Or, ou même ils ont été envoyés dans d'autres écoles. Eux reçoivent aussi beaucoup d'individus qui ont fait l'expérience des pensionnats. D'accord? Alors, pour eux, c'est certain que l'approche va être dirigée à une clientèle qui est plus âgée et qui a ce respect du fait que quand on est plus âgé, mais il y a des changements qu'on fait. D'accord? Alors, pour eux, c'est important, en plus d'avoir l'aspect culturel et linguistique. Chez nous, on a une population qui est assez jeune. Chez nous, on a un phénomène où on a des jeunes qui vont décrocher de l'école à 13 ans. 13-14 ans. À 15 ans, après avoir plusieurs années sans avoir eu aucune éducation, là, on a une demande de peut-être les accepter au centre d'éducation aux adultes. C'est certain qu'ils ne font pas partie de notre génération de ETB, c'est certain, fait qu'ils sont exclus. Fait que nous, on prend le temps alors de les accueillir et de développer un programme qui va les aider à, une fois à l'âge de 16 ans, peut-être être capable de s'engager dans un projet de vie. À Litsiguch, eux aussi ont une clientèle qui est plus âgée. C'est assez égal des hommes-femmes. Ils ont plus d'hommes que de femmes. Et encore un taux assez élevé de parents. Je ne l'ai pas ajouté Ouachat parce qu'on n'a pas eu les statistiques. On les demande pour vendredi. Alors, la semaine prochaine, Ouachat va être ajouté. Ce qui est important, c'est le changement entre les deux systèmes. Moi, je travaille sur un Mac. Alors, quand je fais je transfère ça sur un autre système, c'est certain qu'il y a des choses qui nous arrivent. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut atteindre cette population plus qu'un autre centre d'éducation aux adultes? Géographie. Ça, là, c'est un point important. Chez nous, on a l'histoire d'avoir de la nécessité de quitter sa communauté, même au niveau primaire, parce qu'on n'a pas la population qui justifie la construction d'écoles et le maintien des écoles. Alors, quand on quitte nos communautés, mais là, c'est surtout à un très jeune âge. Ça, c'est comme les pensionnats. Hein? Alors, tu perds le contact essentiel avec ta famille, ta culture, tes amis. Alors, c'est important de reconnaître que ces gens quittent à un très jeune âge. De plus, s'ils viennent à l'éducation aux adultes, quand ils déménagent, c'est pas juste l'individu, c'est toute la famille. Hein? Alors, il faut non seulement accueillir femmes, enfants, mais fort probable les tantes, les sœurs. Alors, c'est important de reconnaître que les liens et les rôles dans la famille sont différents. Ils ne sont pas juste individuels comme famille. Chez nous, on se rencontre presque à tous les jours pour dîner chez ma belle-mère. Dimanche soir, on est 24.
à souper. C'est le contact. Et elle reconnaît que c'est très important de maintenir ce contact. Alors, on se parle, on s'appuie, et quand les moments sont difficiles, mais on est tous là. Alors, pour eux, quand ils quittent la communauté, et même comme avec la famille agrandie, mais c'est parce qu'ils quittent le restant du cercle d'appui. Alors, c'est difficile de faire ça seul. Alors, quand on envoyait des jeunes au poste secondaire, on les envoyait dans des cégeps, la fin du premier mois, deuxième mois, bien là, on décrochait, on retournait chez nous. On s'ennuyait. Alors, la géographie est très importante. Alors, on a fait l'expérience avec le fait d'avoir cet aspect régional pour regrouper des gens qui viennent de différentes communautés pour tenter de créer un sentiment d'appartenance en termes de communauté à l'intérieur d'une structure non autochtone. On le fait avec les cohortes en électricité, en montage d'acier, et c'est certain que ça aide à nous apporter au succès qu'on a vu, parce qu'on a eu de beaux succès avec ces projets. Mais il y avait un autre élément qu'on devait ajouter aussi. C'est que, tu sais, le fait qu'on est éloigné de nos familles, nos communautés, ça peut mener à des comportements qui vont nuire au succès. Alors, on a vu que c'était important d'engager quelqu'un qui était pour les suivre. Même si ça ne faisait pas partie de l'éducation aux adultes telle quelle, parce que nous, on est en FGA, non formation professionnelle. On a engagé un enseignant en FGA qui les a accompagnés tout le long. Tenter d'aider à la compréhension du langage. Le langage, ça, c'est un choc. Matériel SOFAD, il y a trop de mots, on ne comprend rien là-dedans. Surtout... Puis nous, on dit souvent, les non-autochtones parlent beaucoup, ou utilisent beaucoup de mots. Nous, c'est vraiment une différence de langue. Nous, notre langue est basée sur des verbes, action, verbe, contexte. D'accord? Tandis que le français et l'anglais, c'est vraiment basé sur des noms. Et ensuite, on ajoute des adjectifs et tout ça. Alors, c'est l'inverse. Alors, quand on arrive à des documents qui ont beaucoup de mots, on cherche la compréhension, c'est très difficile. Alors, la personne est engagée pour les aider dans ce domaine, mais aussi sur le plan émotionnel. L'individu n'est pas juste le côté intellectuel à développer. Il faut vraiment penser à l'aspect social, très important, l'aspect spirituel, encore très important, et l'aspect physique. Alors, l'individu qu'on engage, lui ou elle, est responsable pour les aider au développement dans tous ces aspects durant le temps de la formation. Ça nous a donné des succès incroyables. L'autre expérience qu'on a faite, c'est d'ouvrir nos portes à des formations ou à de l'éducation postsecondaire, mais de l'apporter à l'intérieur de nos communautés. On a fait l'expérience avec le Collège Champlain en petite enfance. Il faut dire, le succès est incroyable. Parce qu'ils ne sont pas éloignés de leurs enfants, de la famille. S'il y a un problème, s'il doit aller chercher l'enfant à la garderie, ça ne veut pas dire traverser le pont Mercier et de se trouver là où on sait que c'était pas beau, le pont Mercier, ça prenait des heures de temps. Mais en plus, c'est juste à côté. Ou que je peux appeler, maman, peux-tu aller chercher? Ou ma soeur, apporte mon enfant chez nous. Puis nous, on a ouvert nos portes aux enfants. Peu importe qu'on soit un centre d'éducation aux adultes. Ça ne veut pas dire qu'on est limité, là. On peut avoir des enfants chez nous. Alors, si les enfants sont malades, mais pas trop malades, si malades que ça, on sait que les garderies, c'est une petite fièvre, il faut les amener à la maison. Fait qu'on les amène chez nous. Puis dans une autre salle, il y a quelqu'un qui va s'en occuper pendant que les parents travaillent. À la fin de la journée, chez nous, il y a des autobus scolaires qui arrivent chez nous, qui viennent déposer les enfants à la fin de la journée, pour être capables d'assurer qu'ils sont en bonne place, bien, ils sont bien occupés et que les parents peuvent continuer leurs études. En termes de flexibilité, c'est de reconnaître premièrement que c'est le système qui doit être flexible, okay? Et non pas les étudiants. C'est nous qui changeons comme enseignants.
Si on n'atteint pas un succès, c'est nous qui prenons la responsabilité pour ça. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui nous manque, nous, comme personne, pour comprendre la situation de tel ou tel? Pourquoi est-ce qu'on continue à lui manquer? Essentiellement, c'est ça. Alors, ce sont les questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut dire, j'ai un personnel incroyable. Ils sont tellement impliqués dans la vie des étudiants. Parce que, première valeur, le lien relationnel. Ils ne sont pas tous des Autochtones non plus. Alors, ils ont reconnu le fait qu'en venant à connaître l'étudiant et de le connaître ou la connaître plus que l'étudiant dans ta classe, que tu es capable de te poser la question, ça ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et de prendre le temps de les écouter. Ce matin, dans l'expérience qu'on a fait avec le groupe qui est arrivé de Vanier, on les a mis dans le cercle et la première chose qu'on a fait, on leur a demandé de s'introduire et de nous parler de eux. L'enseignante de nursing qui était assise à côté de moi s'inquiétait du temps. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Et à la fin de la journée, elle est revenue et a dit, j'ai appris tellement de choses de mes étudiants aujourd'hui. Ça fait depuis le mois de septembre, le mois d'août, elle dit qu'ils sont dans ma classe. Je ne savais pas que telle et telle pouvait parler comme ça et s'exprimer si bien. Ou que celle-ci avait beaucoup d'autres inquiétudes. Ou que celui-là souffrait de l'anxiété. Alors, elle est partie avec vraiment une ouverture à ses étudiants. Et les étudiants, eux, quand ils sont venus me parler à la fin de la journée, on dit « c'est la première fois qu'on a vu ça, puis j'aimerais que toutes mes classes soient de même ». Alors, c'est certain qu'il faut avoir cette flexibilité. Ça veut dire que les murs dans nos classes, il faut vraiment que ça soit un petit peu plus flexible. Ça veut dire qu'on sort dehors ou on prend une autre classe ou on va joindre des classes ensemble. On fait des formations avec le postsecondaire présentement dans tous les cégeps anglophones et, de la région. Et voici qu'ils ont commencé à faire l'expérience de plusieurs choses dans le système dans lequel ils existent présentement. L'année dernière, à Vanier, ils ont choisi un cours de physique, c'est joint à un cours d'art. Premièrement, c'était pour agrandir le nombre d'heures qui étaient disponibles, pour leur permettre de faire plus d'expérience. Mais en plus, ils ont changé d'approche. Nous, on ne vous dit pas quoi faire. Vous allez diriger vos études. Qu'est-ce que vous voulez? Et à la fin de l'année, c'était incroyable. Moi, je n'aurais jamais pensé physique et art, mais c'est bien. Alors, on voit de plus en plus que si on est capable de sortir de cette idée qu'on enseigne l'anglais de ce temps de 9 heures à midi et qu'ensuite on passe aux mathématiques, mais plutôt de tenter de faire quelque chose plus ensemble, de travailler ensemble, de développer des projets ensemble pour leur permettre de développer ces compétences. Et là, là, ça veut dire que les murs sont flexibles. Personnel est flexible. Ce qui n'est pas flexible, c'est l'évaluation à la fin. On s'en est parlé tantôt. Le gouvernement veut développer ou concentre maintenant sur le développement de compétences, mais on oblige que ce soit toujours l'examen final qui nous donne la note. Il faut changer ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent de la même façon. Okay. Pour nous, alors, la flexibilité, la culture est importante. Il faut que ça soit intégré dans tout ce qu'on fait. Vous avez mentionné tantôt les connaissances, les savoirs de nos nations. Alors, pour nous, ce n'est pas, comme j'ai mentionné, le diplôme ou l'accréditation qui vous donne permission de parler ou de partager vos connaissances. Alors, les aînés viennent chez nous souvent. Ils sont là, ils font partie de notre centre. De plus, et c'est une position que j'ai dû créer pour notre centre, c'est une personne ressource importante. Non seulement pour les étudiants, mais pour les enseignants aussi, pour nous diriger. En termes de culture, on a développé des cours de culture. Alors, des cours de culture qui sont basés sur nos cérémonies, sur l'apprentissage de notre culture elle-même. Ce sont des cours maison, c'est certain, ou des cours institutionnels, avec des cycles de cours qu'on a. Il y en a certains qu'on a passés au ministère pour faire passer aussi.
présentement les cours de langue. On a, si vous regardez dans le guide, il y a les cours de Mi'kmaq, il y a les cours de Kanien'kehá:ka, il y a des cours il y a un cours algonquin, et présentement, on travaille sur les cours Innu, qui sont rajoutés au guide. De plus, il faut développer ou maintenir, et c'est là où ça manque dans d'autres sens, c'est cette sécurité culturelle et relationnelle. On parle de diversité et de respect de diversité, mais le racisme est vraiment très présent dans notre société ici. Le racisme envers ceux de Premières Nations, basé vraiment sur des ignorances, d'accord? Et le fait que ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a appris durant les cours de secondaire, qui ne sont pas complets et ne reflètent pas vraiment la réalité. Alors, ça mène vraiment à des attitudes assez négatives pour nos jeunes. Quand ils se présentent dans un centre régulier, ils sont dans des classes de 30, 40 étudiants, ils sont probablement le seul ou la seule personne autochtone. Et ils sont visés souvent. Alors, il faut vraiment avoir une sécurité. Et cette sécurité, on peut la donner dans un centre de Première Nation. Et le fait qu'on a des jeunes qui nous viennent de l'extérieur, qui ne sont pas autochtones, ils se sentent aussi en sécurité chez nous. Alors, c'est bien parce que vraiment, on est au point d'accepter, qu'on accepte tout. On fait toute partie de la variété. Nous, on nous rappelle ça tous les jours quand on fait le Ohandu Gariwadakwa, qui est les mots qui viennent avant tout. On ouvre la journée et on ferme la journée de la même façon. Et c'est une reconnaissance de toute la nature et la variété de tout ce qui travaille ensemble, qui est interconnecté pour nous donner une vie. Alors, c'est toujours cette reconnaissance de la variété de vie, de personnes, les différences culturelles, c'est là. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, parce qu'on a des influences. On serait... D'après le ministère d'Éducation, je pense que ça a même changé encore, c'est pas le MIS, il faut vraiment l'idée de porter attention à la culture est importante, parce que ça permet aux jeunes d'être capables de se situer, d'être entourés aussi de valeurs, de symboles qui les représentent, et aussi de tenter de développer une identité culturelle, personnelle et sociale. Souvent, ce qui manque, c'est même juste la représentation de leur vie. Souvent, je passe dans les écoles et je dis, mais il n'y a aucune affiche même qui démontre des gens des Premières Nations. Pourquoi? Comment est-ce qu'un jeune peut se sentir à l'aise dans ça? Hein? On est ignoré, c'est un silence. Et c'est ce silence-là qui détruit l'identité et la fierté. Alors, c'est une des premières étapes. Je leur demande, je dis, mais il y a des petites choses qu'on peut faire à changer dans vos écoles. Tu sais, le fait de mettre une affiche, puis il y en a beaucoup, ou de parler, ou de mentionner, ou d'intégrer des savoirs dans nos cours de mathématiques, sciences, français, anglais, histoire, de parler de l'histoire. Et de faire des changements, qui veut dire qu'il faut vraiment développer de nouvelles applications qui ramènent le développement de compétences, mais à l'intérieur d'un contexte culturel. À Lac-Simon, alors voici un centre qui est en plein territoire algonquin. Eux, la vie en forêt est très importante. Alors, c'était important alors de créer une semaine en forêt à Kichiamik, où tous les étudiants, les enseignants sont allés en forêt. Je pense que ça a été très difficile pour les enseignants, étant donné qu'ils ne sont pas nécessairement autochtones et qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être en forêt, en tente, et tout ça durant l'hiver. Mais ça a très bien été. Ils ont appris beaucoup de choses. C'était super.
Et ce qu'il y avait à apprendre, c'est certain que ça a été intégré ensuite dans les cours. On est allé voir quelles sont les compétences qu'on veut développer à l'intérieur de la façon que c'est écrit dans le système. Mais c'était à nous, comme enseignants et directeurs, ensuite d'aller voir, bien, on a jugé, on a évalué les compétences. Alors voici, on va maintenant dire, OK, au moins on a fait l'étude de ça. D'accord? Chez nous, on a l'histoire de l'agriculture chez nous. Pour nous, c'est la production de nourriture qui a toujours été importante. Alors, c'était important de se rattacher alors à la terre et à la production agricole. C'est venu aussi des étudiants qui avaient fait partie de la récolte du maïs blanc une année. Et c'est une année incroyable. Alors, on avait un surplus de maïs blanc. Alors, pour eux, ils nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce maïs-là? L'enseignant leur a dit, mais que voulez-vous faire avec ça? Quelles sont vos idées? Est-ce qu'on pourrait élever des poules? Oui. Savez-vous comment faire ça? Non, moi non plus. Alors, allons-y, on va apprendre ensemble. Alors, à l'intérieur du projet, ils ont construit 2 poulaillers et on a appris comment faire l'élevage des poules, la biologie des poules, comment procéder à la résolution de problèmes. Un problème qu'ils ont eu au très début, c'est que les œufs, premièrement, ils ont été très surpris de voir un œuf. Et en plus, c'était la caille, le shell, la coquille de l'œuf était trop molle. Ça venait de quoi? On ne leur donne pas les réponses. Alors, ils sont allés parler à des gens. C'est quoi ce problème-là? Ils ont fait de la recherche à l'Internet et ont découvert que si on ajoutait du calcium à la diète ou au régime des poules, que ça serait réglé. Calcium. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et pourquoi le calcium? Alors là, en sciences, c'est certain que l'enseignante fait beaucoup de discussions sur le calcium, les minéraux importants qu'ils développent, sont retombés là-dedans, pas juste pour les poules, mais en général. Et quelles sont les méthodes naturelles de produire ou donner du calcium? Alors, ce qu'ils ont découvert, c'est que les coquilles qu'on retrouve dans les fruits de mer, ainsi que le coquillage ou la coquille des œufs eux-mêmes, une fois qu'on les a mangés, on pouvait remettre ça dans le grain des poules. La situation a été réglée. Parfait. Ensuite, il y a un membre de la communauté qui a donné un coq. Alors, au printemps, on a eu beaucoup de poussins. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces poules? Ah, là, c'est une grande décision. Qu'est-ce qu'on fait? En fin de compte, ils ont décidé qu'on va en tuer quelques-unes, mais on va les manger. Mais l'enseignant dit, c'est bien, mais seulement si vous faites tout ça vous-même. Parce qu'on ne les envoie pas ailleurs. Là. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait. Un membre de la communauté est venu leur montrer comment tuer les poules, comment nettoyer les poules, comment préserver les plumes et de s'en servir autrement. Alors, ça retombait dans les arts, c'est certain, et le bricolage. Et ensuite, comment cuire. Il y a des aînés qui sont venus leur montrer comment préparer certains mets plus traditionnels qu'on a chez nous. Et l'image de les voir partir avec leurs poules à la fin de la journée, là, c'est vraiment incroyable. C'est les filles et les garçons, tout le monde est sorti dehors, même s'ils faisaient partie du cours, non. Alors, ils ont appris comment tout faire ces choses eux-mêmes. À l'intérieur de ça, quand ils ont construit les poulaillers, mais là, c'était des leçons en géométrie. C'était des leçons en comment travailler ensemble, en groupe, comment prendre des décisions. C'était comment trouver des moyens pour financer le matériel qu'ils avaient besoin, parce que nous, on n'a pas donné aucun sou.
Alors, c'était à eux de comment trouver ces façons d'aller trouver le matériel. Comment ils ont décidé de faire une levée de fonds. Alors, ils ont eu une compétition de chili. Qui fait le meilleur chili? Alors, pour ça, ils ont eu assez d'argent pour acheter des poules. C'est bien. Alors, c'est ce qu'ils avaient besoin. Comment négocier? Quand ils ont commencé aussi avec les œufs, mais là, il y en avait tellement d'œufs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Tout un côté entrepreneurial qui est parti. Et tout le monde, tous les étudiants ont été capables d'être impliqués, peu importe qu'ils c'était avec des gens dans le secteur régulier, dans le secteur qui s'en allait vers la formation professionnelle, ou des gens qui avaient des besoins spécifiques, special needs. Tout le monde fait partie sur le même plan. Alors, ils travaillent tous ensemble. Tandis que les Mi'kmaq, eux, ce qui était important pour eux, c'était vraiment de faire vivre la langue et l'histoire. Alors, pour eux, ils ont adapté des cours d'histoire. On attend toujours si le ministère va accepter que c'est un cours qui pourrait servir à la graduation en termes de prérequis pour les sciences humaines, ainsi que des cours de langue. Et avec les cours de langue qu'eux ont développés, ça nous a donné aussi l'ouverture d'ajouter nos cours de langue. Alors, ensemble, ils ont travaillé pour créer. Mais c'est très spécifique aux communautés. Et c'est certain qu'on a beaucoup à faire encore, parce que vous connaissez les programmes, vous travaillez avec les mêmes programmes que nous, vous avez les mêmes contraintes des programmes ou les mêmes critiques des programmes qui sont là, et du matériel. Alors, pour nous, il n'y a vraiment pas de matériel qui est disponible pour notre clientèle. Alors, il faut vraiment commencer à neuf. Fait qu'un des commentaires que j'ai fait au ministère, c'était, vous avez donné des sous à un nombre vous avez donné un montant assez exorbitant pour développer du matériel en français. Et par la suite, vous en avez un petit peu moins, mais en anglais, vous l'avez développé aussi. Mais nous, on n'a rien reçu. Et il faut vraiment, à ce point-ci, développer complètement de nouveaux matériel, mais aussi de l'avoir dans toutes les nations, disponible pour être capable d'être adapté dans les nations. Ce qui fait partie de mon nouvel emploi au mois de janvier. Alors, c'est pas qu'on a réinventé la roue, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a changé un peu. D'accord? Et on l'adapte constamment, basé sur les besoins des différentes communautés. Hein? Ouais, continue. On offre, comme vous le faites, on offre des cours pour atteindre le DES. On a eu beaucoup de succès. On travaille avec les métiers semi-spécialisés, mais qui répondent vraiment à des emplois dans nos régions. C'est différent. Hein? Pour nous, le Québec fait l'étude, alors les syndicats font l'étude du marché du travail dans les différents secteurs, et c'est basé sur ça que le ministère décide s'il va y avoir des formations en plomberie ou en électricité ou autre chose. Et on oublie que c'est différent dans nos communautés, que la vie est vraiment différente chez nous, qu'on n'a pas vraiment ces spécialistes dans nos communautés et que vraiment on a besoin de ces spécialistes dans nos communautés. D'accord? Ou qu'il y a du développement économique qui se fait dans des communautés autochtones qui ne se fait pas ailleurs. Et ça demande un personnel formé. On offre aussi le TDG, l'attestation des... ça, c'est ANS. Et dans certains de nos centres, on a le JET. On fait l'accès aux formations professionnelles. On fait toujours des cours préparatoires. Parce que les cours préparatoires, c'est pour combler cet écart qu'il y a entre l'éducation qu'ils ont reçue déjà et vraiment quelles sont les attentes dans un système non autochtone en formation professionnelle. À l'intérieur de ça, on fait l'étude des besoins dans nos communautés. On a fait l'électricité. Cette année, on cherche la plomberie. On cherche un partenaire s'il y a des commissions scolaires qui veulent s'embarquer. C'est certain qu'on a beaucoup en construction, en affaires, en entrepreneuriat. On continue dans tous les domaines. Ce sont des formations qu'on a. On fait l'éducation à distance, mais différemment. Et aussi, on donne des formations sur mesure pour les besoins spécifiques des employeurs dans nos communautés.
Tel que chez nous, vous savez qu'il y a beaucoup d'employeurs, pas les casinos, c'est pas des casinos, on n'a pas le droit de dire que c'est des casinos, mais c'est certain que le jeu est important. Alors, mais on n'a pas de personnel de la communauté, il n'y a pas assez qui parle le français. Fait qu'il faut vraiment faire des cours en français. Et d'ajouter par après des cours de compétences spécifiques aux jeux qui sont là, à l'intérieur de ça. On ne trouvera pas des cours de francisation qui parlent des jeux. Hein. Oui? Tous les cours dont tu nous as parlé, est-ce qu'ils sont offerts en français ou en anglais? Nous, on est bilingue chez nous, à Kahnawake, tandis que si on développe des formations ou des cours comme ça, que ce soit formé, si c'est donné dans un centre francophone, on va faire la traduction immédiatement pour l'offrir en anglais. Oui. C'est possible de terminer. Oui. Alors, juste pour en arriver, c'est juste là. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et j'aimerais, si vous avez des questions, on pourrait continuer la discussion de cette façon, si on a le temps. Qu'on le fasse en 5 à 7, qu'on le fasse autour d'un verre. C'est vrai, c'est un 5 à 7. Pour être plus informel. Dans le fond, si j'ai bien compris, je vais briser cette structure un peu moins pédagogique pour aller vers une structure pédagogique. Alors, merci beaucoup.